Coup de tonnerre dans la sous-région. L'ex-président de la transition burkinabé, Paul-Henri Sandaogo Damiba, vient d'être interpellé au Togo et extradé vers Ouagadougou. Cette arrestation spectaculaire relance les questions autour du putsch de septembre 2022 et des tensions politiques qui secouent le Burkina Faso. Quelles sont les véritables raisons de cette extradition? Que risque Damiba face à la justice burkinabé? Quelles conséquences pour la stabilité régionale? Ici on décrypte pour vous tous les enjeux de cette affaire explosive. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité politique africaine. Pour Lomé, chassé par le capitaine Ibrahim Traoré, l'ancien chef de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a été interpellé, jugé à la hâte, puis manifestement extradé vers le Burkina Faso. Damiba, qui a été le tombeur d'un pouvoir élu, celui de Roch-Marc Christian Kaboré, se retrouve aujourd'hui accusé de vouloir renverser celui qu'il a lui-même renversé. Au-delà de l'anecdote, cette extradition dit beaucoup de l'évolution du rapport de force à Ouagadougou, mais aussi de la position du Togo qui, en hébergeant Damiba depuis octobre 2022, avait offert à Traoré une sorte de solution africaine à la discontinuité institutionnelle. Le message envoyé aujourd'hui est clair, la protection togolaise n'était pas éternelle et la junte burkinabé entend solder ses comptes. Alors, que signifie ce transfert forcé pour le régime Traoré? Quel sera le sort de Damiba et que lui est-il reproché exactement? Pour en parler, je suis toujours avec Théophile Kouamouo et Félix Atchadé. Alors, messieurs, surpris que le Togo ait consenti finalement à extrader Paul-Henri Sandaogo Damiba au Burkina Faso, Félix? Oui, je suis très surpris parce que j'aurais espéré quand même que cela passe par des procédures juridiques. Ça n'a pas été le cas, peut-être de manière... peut-être qu'il y a eu la diplomatie qui a joué plus que des procédures juridiques, effectivement. Oui, effectivement, s'ils l'ont reçu chez lui, je suppose qu'ils lui ont accordé un droit d'asile. Donc, on n'estrade pas quand même quelqu'un comme cela, d'autant et en plus si c'est un ancien chef d'État. Et ça aussi, c'est de nature aussi à se poser des questions sur la fiabilité du régime en question, sur ses engagements, parce que je pense que si Damiba s'est réfugié là-bas, c'est parce qu'il y a eu un certain nombre d'engagements quant à sa sécurité et quant au fait qu'on ne pourrait pas l'extrader aussi facilement que ça. Je pense quand même que le Togo avait suffisamment de bonnes relations avec... le régime burkinabé, aussi l'ensemble des régimes de l'AES, pour ne pas leur laisser leur espace territorial à des menaces de déstabilisation du voisin. Donc l'argument selon lequel, à partir du Togo, il essayait de déstabiliser le Burkina, il faut quand même en apporter les preuves devant des juridictions avant quand même de l'extrader. Donc moi, ça me dérange un peu ce type de choses, de méthodes un peu cavalières. Théophile, Lomé accepte de lâcher Damiba, on sait pourquoi? Alors oui, on sait pourquoi. Alors est-ce que c'est surprenant, est-ce que c'est pas surprenant? Je pense que ça ne l'est pas tellement parce que le pouvoir de Ouagadougou a mis celui de Lomé face à une sorte de dilemme. Soit vous nous soutenez, soit vous soutenez Damiba, mais il n'y a rien entre les deux. Et je pense que ce qui a vraiment fait changer les choses, c'est cet audio, un audio où on entend Damiba parler à un soldat militaire burkinabé, un officier ou un sous-officier, je ne sais plus exactement, et lui indiquer des conduites à tenir pour renverser d'une manière ou d'une autre Ibrahim Traoré. Je pense qu'on peut écouter un petit extrait de cet audio parce que je pense que cela fait partie des choses qui ont fait basculer la situation. On écoute. Moi, je voulais savoir concrètement mon rôle. Si bon, voilà, au niveau de H là, la mission que vous confiez là, c'est quoi? C'est la tête qu'on doit en fait couper. La tête premièrement. La tête là, vous coupez la tête premièrement. Couper la tête. Demain 23 là. Demain à 23. Bon, ok. Demain à 23. Donc, il faut quand même à partir de demain là, pendant une semaine, savoir là où il rentre pour pouvoir agir à 23 heures. Ok, il n'y a pas de souci. Et d'accord, il n'y a pas de souci. Comment dirais-je, étant donné que je suis permanemment à la base aérienne, voilà, on verra la faisabilité. Voilà, on verra la faisabilité pour demain.
Voilà, s'il y a des consignes particulières. Voilà, s'il y a des consignes particulières parce que... Non, 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 Parce que ce n'est pas là, c'est couper la tête. D'accord. Alors bon, il y a des expressions comme couper la tête. Bon, couper la tête, ça veut pouvoir dire Éliminer le leader, peut-être. éliminer le leader, le renverser, le neutraliser, ou alors lui couper littéralement la tête. Donc ça, bien entendu, ça apporte de l'émotion à l'émotion. Et puis, dans l'histoire récente burkinabé, c'est pas le premier audio qui changeait les choses. On se souvient de cet audio entre Guillaume Soro et Djibril Bassolé, où il était question de faire un coup d'État contre Zida lors de la première transition burkinabé, après la chute de Blaise Compaoré, un audio que, en titre particulier, j'avais partagé, et ça avait changé beaucoup de choses dans la perception, notamment la perception de Guillaume Soro et puis de Gilbert Diandéré. À partir de ce moment, l'opinion étant quand même quelque chose qui fait bouger les lignes dans cette région, notamment parce que il y a une opinion publique qui est active et qui peut être véhémente côté AES. Lomé étant devenu un peu, le Togo étant devenu un peu le seul pays de la CEDEAO qui parvient à discuter diplomatiquement avec l'AES, étant donné également que cela rapporte de l'argent au Togo, puisque le port de Lomé est désormais le port de prédilection des pays de l'AES, Damiba ne pesait pas très lourd dans cette équation. Et dès lors que des preuves, alors aujourd'hui avec l'intelligence artificielle on peut faire beaucoup de choses, mais dès lors que des éléments de ce type sont donnés au pouvoir togolais, il est obligé, d'une certaine manière, de montrer sa bonne volonté. Et étant donné que, de manière générale, une régression du pouvoir judiciaire dans tous ces pays, le réflexe de tout le monde, c'est de demander ici et maintenant la tête de celles et ceux qui lui déplaisent. D'autant plus que, effectivement, tu peux te trouver au Togo, mais avec les Internet, avec les messageries électroniques, etc., tu peux te trouver au Togo, mais piloter les opérations ailleurs. Je rappelle que le pouvoir d'Ibrahim Traoré a également accusé la Côte d'Ivoire d'être impliquée dans ce coup d'État à venir, qui a finalement aurait été finalement empêché. Et donc la Côte d'Ivoire, c'est aussi la bête noire des pays de l'AES. À ce moment-là, Lomé n'a pas beaucoup de choix que de livrer Damiba, d'autant plus que l'utilité politique de Damiba est plutôt faible aujourd'hui au Burkina Faso. On en reparlera. Au Togo, pardon. On reparlera des accusations vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Félix, cet audio qu'on vient d'entendre existe. On ne sait pas, on n'a pas pu l'authentifier, mais il existe. Il y a eu quelques témoignages également, comme sous forme de, on va dire, de confession de personnes qui témoignent avoir fomenté cette tentative de coup d'État avec Damiba. C'est crédible tout cela, ces éléments, ou il faut attendre une enquête plus exhaustive pour se prononcer dessus? Moi, je pense qu'on aurait dû attendre une enquête plus exhaustive avant de faire ce genre de choses. Pour la simple et bonne raison que le fait que Damiba s'est retrouvé au Togo aussi, ça faisait partie des arrangements post-coup d'État qu'il y a eu au Burkina. Et qu'à ce moment, c'était une manière d'entériner le fait que Ibrahim Traoré arrivait au pouvoir, mais c'était aussi la manière d'arrêter l'escalade qu'il y avait entre les différentes factions qui se disputaient le pouvoir au Burkina en ce moment. Donc, il y a eu un engagement international qui a été pris par le Togo, celui de recevoir sur son territoire Damiba. Si Damiba continue par exemple, à mener des activités subversives au Burkina, le gouvernement togolais avait des moyens de faire en sorte pour que cela cesse. Et au pire, on les filtre vers un pays tel que le Nigeria, où il sera un peu plus loin du Burkina, et en demandant aux autorités nigérianes, par exemple, d'exercer un contrôle un peu plus strict sur ces communications. Donc, moi, c'est plutôt inquiétant comme, d'un point de vue diplomatique, ce que le Togo a fait. Je me demande si... Je ne pense pas qu'ils ont été très inspirés sur ce coup-là. Ils ont surtout cherché, Théophile, peut-être aussi à éliminer ou à se débarrasser ou à neutraliser un rival encombrant qui n'était pas totalement sous le contrôle de Ouagadougou. Est-ce que c'est ce qu'on peut se dire quand on voit les contre-coups d'État qu'il y a pu avoir dans cette région et dans ce pays en l'occurrence? C'était quand même une crainte d'imaginer qu'en ayant des financements
dont on ne connaîtrait pas l'origine, du moins dont on ne peut pas parler, en ayant des financements, Damiba aurait pu revenir en force au Burkina Faso? Oui, bon, c'est le pouvoir de Ouagadougou qui n'était pas tranquille avec Damiba se Oui. situant au Togo et Damiba ayant une forme d'activisme, même si ce n'est qu'un activisme électronique. Il n'était pas tranquille. Et le fait que nous soyons dans une forme de guerre froide qui ne dit pas son nom entre les pays de l'AES et des pays de la CEDEAO, s'en rajoute au choix du fait accompli, au choix de la mise à l'écart un peu de tout ce qui est bonne manière judiciaire et diplomatique. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est tenable? Est-ce que c'est tenable que des pays, de la même ère géographique, des pays frères qui sont reliés par autant de choses, dont les populations vivent les uns chez les autres, continuent pendant des années, voire des décennies, à se faire une sorte de guerre qui ne dit pas son nom? Je pense que ça pose beaucoup de problèmes. Le monde s'est brutalisé avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis. Les incertitudes sont nombreuses. L'Afrique est en passe d'être recolonisée avec agressivité. Et le défi de cette génération, c'est pas forcément de se maintenir dans des conflits, mais de trouver des compromis. Parce que ces conflits, finalement, ce sont des conflits par procuration. Ce sont des conflits qui, en réalité, profitent aux puissances qui se disputent sur la scène internationale et pour lesquelles l'Afrique de l'Ouest est un terrain d'affrontement, comme justement à l'époque de la guerre froide. Je parle de la France et de la Russie, en l'occurrence. C'est pas, pour moi, la priorité du Togo, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, etc. Ce n'est pas cette guerre sans fin qui, finalement, en plus, chez les uns comme chez les autres, dans les pays X ou Y, AES et CEDEAO, une mise à l'écart finalement des peuples, des modalités de gestion des contradictions, une brutalisation des rapports politiques. Tout ça ne pousse pas à être vraiment très optimiste. Il faut réfléchir, que nos intelligences soient mises à contribution pour réfléchir à la meilleure manière de sortir de cette crise larvée, de trouver des manières de se mettre d'accord sur le minimum et pour avancer ensemble, d'autant plus que ces pays, on le rappelle, ont la même monnaie. Ils ont des populations qui sont à cheval sur les territoires. On ne peut pas... quand on essaie de regarder quelle perspective ce type de conflit peut apporter en dehors de la négociation, en fait, on n'en voit pas. Et si chacun accuse l'autre de fomenter un coup d'État dans son aire d'influence, à un moment donné, ça va devenir totalement irresponsable. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de tentative de coup d'État. Ces tentatives de coup d'État sont le fruit d'une sorte de guerre par procuration, dont l'objectif est d'élargir l'espace d'influence d'un bloc ou d'un autre. Alors justement, concernant cette guerre des blocs, est-ce qu'on peut lire dans cette extradition de Lomé un réalignement diplomatique sur les positions de l'AES? On a quand même un certain flou qui existe sur ce que le Togo veut exactement dans cet affrontement à distance entre la CEDEAO et l'AES. Le Togo va rester dans cette position entre deux parce que ça correspond nécessairement à ses intérêts et que ce qui est reproché au régime de l'AES peut être très facilement reproché également au régime togolais qui n'a pas la même mise sur l'opinion internationale telle que le régime ivoirien, qui fait aussi la même chose que les autres. Le storytelling à propos de sa manière de gouverner. Donc tout ça, c'est que le Togo est dans le régime togolais, je dirais plutôt le régime togolais, est dans une position où il ne peut pas se détacher de l'AES pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons économiques, parce que le port de Lomé est un port qui vise à devenir plus important et qu'ils espèrent engranger aussi des parts de marché par rapport à Abidjan, par rapport à Dakar, etc. Donc, que le Togo soit dans cette position, moi, ça ne me surprend pas. Je pense que ça correspond un peu sûrement à ses intérêts géopolitiques. Par contre, ce qu'on
peut espérer, et je ne pense pas que ce n'est pas nécessairement la position du régime togolais, c'est de faire en sorte que l'on revienne à une sorte d'entente cordiale entre tous ces pays-là, qui bien évidemment, dès lors qu'on parle du franc CFA, oublient toutes leurs querelles. Hein. Je ne pense pas que l'UEMOA ait des problèmes particuliers. Hein. Donc les disputes aussi, elles ont lieu dans un cadre particulier, c'est le cadre de la CEDEAO. Mais depuis 3-4 ans, je n'ai pas l'impression que les institutions de l'UEMOA sont bloquées. Il y a quand même une petite crise, justement, parce que Burkinabé devait prendre la tête de la commission. C'est bon, une crisette, on va dire. Une crisette, c'est-à-dire que les enjeux sont tellement importants que, bon, on va pas voilà, il va pas le Burkina ne va pas mettre sur la balance sa question monétaire, la question monétaire et un poste de commissaire ou bien de président de la commission. Donc, Théophile, outre donc les accusations contre le lieutenant-colonel Damiba, il y a ces accusations que tu évoquais vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Donc le ministre burkinabé de la Sécurité nationale, Mahamadou Sana, avait visé la Côte d'Ivoire directement. Pour conclure, l'arrestation du colonel Damiba au Togo et son retour au Burkina Faso marquent un tournant majeur dans l'actualité politique du pays. Entre zones d'ombre, enjeux sécuritaires et équilibre de pouvoir, cette affaire dépasse une simple extradition. Elle interroge la stabilité nationale, la coopération régionale et l'avenir de la transition burkinabé. Sur cette chaîne, notre mission reste claire, analyser les faits avec recul, sans passion ni manipulation. Si vous voulez suivre l'évolution de cette affaire et comprendre ses véritables implications, restez connectés, abonnez-vous et activez la cloche. L'analyse continue.